Est-ce que les gris font de l'alchimie ou l'alchimie font des gris? Sont-ils extraterrestres ou humains? La frontière n'est pas si éloignée. Et parfois, il y a de quoi se poser des questions. Ils ont un problème soi-disant scientifique qu'ils se sont mis en tête de résoudre et qu'ils appellent le secret des secrets. Le secret de la vie, voilà ce qu'il nous faut. Homunculus! S'écriait Hoffmann vers la fin de la séance du Lotus de Saint-Frédéric. L'homunculus, la création alchimique d'un être. L'origine historique. La création de la vie sans passer par la reproduction sexuelle classique est un rêve très ancien. Elle n'a pas attendu l'apparition de notre science moderne pour germer dans l'esprit de nombreux philosophes et rêveurs. Cette ambition de l'homme devrait, comme Dieu, d'avoir la toute-puissance sur la vie est inhérente à notre espèce. Un des procédés employés pour cette tentative est la création alchimique d'un être au sein de l'alambic, l'homunculus. Ce terme provient du latin, c'est un diminutif d'homo, homme, et nous pouvons interpréter comme petit homme. Le terme d'homunculus, traduit en français par homuncule, signifie selon le dictionnaire Larousse un petit être sans corps, sans pesanteur, sans sexe et doué d'un pouvoir surnaturel que les sorciers prétendaient fabriquer. Amatus Lucintanus est un des premiers qui ait parlé de l'homunculus. Il assure avoir vu dans une fiole un petit homme, long d'1 pouce, que Julius Camillus avait fabriqué par les procédés alchimiques. En référence à Louis Figuier, l'alchimie et les alchimistes. Dans son De Natura Rerum, Paracelsi Opera Omnia Medico Chimico Chirurgica, tome 2. Paracels présente l'homunculus comme la création d'un être vivant hors du corps de la femme. Voici ce qu'il en dit. Mais il ne faut pas oublier de parler de la formation des homunculi. Il y a dans ce fait un fond de vérité, quoiqu'il soit longtemps demeuré secret, qu'on l'ait fortement mis en doute et que l'on ait beaucoup discuté chez quelques anciens philosophes, la question de savoir si la nature et l'art nous donnent les moyens de produire l'homme en dehors du corps de la femme. Pour moi, j'affirme que ce moyen n'est point au-dessus de l'art spagyrique, qu'il ne répugne point la nature et qu'il n'est même parfaitement possible. Voici comment il faut procéder pour y parvenir. Renfermer pendant 40 jours dans un alambic de la liqueur spermatique d'homme, qu'elle s'y putréfie comme un ventre de cheval en décomposition, et jusqu'à ce qu'elle commence à vivre et à se mouvoir, ce qu'il est facile de reconnaître. Après ce temps, il apparaîtra une forme semblable à celle d'un homme, mais transparente et presque sans substance. Si après cela on nourrit tous les jours ce jeune produit, prudemment et soigneusement avec du sang humain, et que l'on conserve pendant 40 semaines à une chaleur constamment égale à celle du ventre d'un cheval, ce produit devient un vrai et vivant enfant, avec tous ses membres. Comme celui qui est né de la femme est seulement beaucoup plus petit. C'est là que nous appelons l'homunculus. Il faut l'élever avec beaucoup de diligence et de soin jusqu'à ce qu'il grandisse et commence à manifester de l'intelligence. C'est là un des plus grands secrets que Dieu ait révélé à l'homme mortel et pécheur. C'est là un miracle, un des plus grands résultats de la puissance de Dieu, un secret au-dessus de tous les secrets et qui mérite de se conserver jusqu'à l'époque suprême où rien ne sera plus caché pour nous. Quoique ce secret ait toujours été ignoré des hommes, il a été conçu de toute antiquité des faunes, des nymphes et des géants, et c'est même de là que ces êtres tirent leur origine. Car si quelqu'un de ces homunculi arrive jusqu'à l'âge viril, ils deviennent ces géants, ces pygmées et ces hommes prodigieux qui sont les instruments des grandes actions, qui remportent sur leurs ennemis des victoires signalées et qui pénètrent le secret des choses les plus cachées. C'est que l'art leur ayant donné la vie, l'art leur donne aussi le corps, la chair, le sang et les os. Étant nés par l'art, ils ont l'art infus et incorporé à eux-mêmes. Aussi n'a-t-on rien à leur apprendre, bien plus, c'est à eux d'enseigner aux autres, car ils procèdent de l'art. Ils subsistent par l'art comme une rose ou une fleur dans un jardin. On les appelle fils des satyres et des nymphes,
parce que leur génie les élève au-dessus des hommes et les rapproche des esprits. L'analyse d'un point de vue magique, la création d'un élémentaire. L'alchimie a systématiquement voilé ses connaissances sous des allégories et des symboles, et ce texte de Paracels est certainement imagé. L'enfant créé et nourri dans l'alambic évoque bien sûr le mercure, l'enfant ailé sous la forme duquel les alchimistes représentaient l'esprit volatile des métaux ou la substance subtile qui pénètre les mixtes, les corps composés. Cet enfant est traditionnellement le fruit du couple alchimique que forment les deux polarités du soleil et de la lune, du feu et de l'eau, polarité symbolisée ici par le sperme et le sang. Cela rejoint la vision de Raymond Lulé, qui définit l'homuncule comme étant l'embryon métallique, l'enfant hermaphrodite, fruit du soleil et de la lune, c'est-à-dire la pierre des philosophes ou la pierre des sages. Tout texte a toujours plusieurs degrés de lecture. Pour nous, l'extrait de Paracels que nous avons cité plus haut peut être interprété comme la description de la création et du développement d'un être vivant, non pas physique ou chimique, mais énergétique. Cette vision n'est bien sûr que notre lecture personnelle de ce texte et nous ne prétendons pas que ce soit réellement ce que Paracels ait voulu dire par là. En lisant cet extrait sur l'homunculus, nous avons immédiatement pensé qu'il pourrait s'agir d'un élémentaire. Les élémentaires sont des entités astrales très primitives qui, au fil de leur évolution, deviendront des êtres plus élaborés, des esprits de la nature, des humains, etc. L'occultisme explique comment créer soi-même un tel être, comment le nourrir, le développer et l'éduquer afin de l'utiliser comme un serviteur. Il existe différentes méthodes de construction d'un élémentaire, mais les principes sont toujours identiques. Il s'agit de créer un corps subtil en projetant de la conscience et de l'énergie dans une forme déterminée, de lui donner un nom et des qualités en analogie avec la fonction à laquelle vous désirez ensuite l'utiliser, et de le conserver soigneusement à l'abri en le liant à un objet ou un lieu physique où il habite. Cet être basique doit ensuite être alimenté régulièrement et le mage doit lui expliquer fréquemment ce qui est attendu de lui avant qu'il puisse être envoyé en mission. Ces principes très simples peuvent être déclinés de diverses manières. Certains mages créent leurs élémentaires en lui donnant la forme d'un objet consacré auquel ils le lient et qui devient leur corps physique. D'autres lui donnent une image et des propriétés correspondant à l'humain. D'autres encore le constituent suivant les 4 éléments. Il y a plusieurs éléments dans le texte de Paracels qui nous font penser à la création d'un élémentaire. Tout d'abord, il mentionne que les esprits de la nature, les faunes, les nymphes, les géants, tirent leur origine de là et que lorsque ces homunculi atteignent l'âge adulte, ils deviennent des esprits de la nature. Or, certains occultistes enseignent effectivement que de telles entités ont été des élémentaires au début de leur existence, ce qui soutient notre interprétation de l'homunculus comme un élémentaire. De plus, les esprits de la nature sont des êtres vivants, analogues à l'humain par de nombreux aspects, mais qui ne sont pas en chair et en os. Comme leur nom l'indique, ce sont bien des esprits, des entités vivant dans les plans subtils, bien qu'elles puissent agir également sur la matière. L'homunculus ne serait donc pas forcément un être de chair, mais pourrait être un esprit, comme les élémentaires. En outre, un certain nombre de recommandations données par Paracels pour élaborer l'homuncule évoquent les principes de la création et du développement d'un élémentaire. L'homuncule a une forme spécifiée humaine, ce qui est une des nécessités dans la création d'un élémentaire. L'homuncule est constitué à partir du sperme de l'homme et nourri à partir du sang humain. De nombreux mages utilisent ces deux substances vitales très énergétiques pour alimenter leur élémentaire ou leurs égrégores. L'homuncule doit être nourri tous les jours pendant au moins 40 semaines. De même, l'élémentaire ne peut être utilisé qu'après avoir été alimenté régulièrement, car sa force et son action dépendent de ses qualités et de la puissance de son énergie. L'homuncule doit être élevé jusqu'à ce qu'il grandisse et commence à manifester de l'intelligence. Avant d'être envoyé en mission, l'élémentaire doit quant à lui avoir été formé par le mage qui lui a fréquemment expliqué ses fonctions et qui lui a donné les qualités nécessaires, notamment l'intelligence. Paracels ne donne aucune directive sur la manière de libérer cet enfant de l'alambic, ce qui peut laisser entendre qu'il doit y demeurer car il se nourrit de la substance placée dans celui-ci. C'est en tout cas ce qui se passe pour l'homuncule de Joseph-François Bory, un alchimiste milanais de la moitié du XVIIe siècle. Il parvint à tel point à gagner la confiance du roi
qu'il réussit à lui persuader une insigne folie. Bori prétendait avoir à son service un démon qui apparaissait à son évocation et qui lui dictait les opérations nécessaires à accomplir pour opérer les transmutations. Cet esprit qui répondait au nom d'Homonculus arrivait au commandant de son maître, lorsque celui-ci prononçait certaines syllabes mystérieuses. Pour avoir son alchimiste tout à fait sous la main, le roi décida que le laboratoire de Boris serait transporté dans son château. Mais l'adepte assurait que le pouvoir de son démon serait anéanti si on tentait de le séparer d'un immense fourneau de fer et de briques qu'il avait fait bâtir pour servir de demeure à l'homonculus. Louis Figuier, l'alchimie et les alchimistes. Ce lien entre l'homonculus et l'alambic ou la tanore nous rappelle étrangement l'objet ou le lieu physique dans lequel l'élémentaire habite. Voire même le corps physique que certains mages créent pour leurs élémentaires, corps qu'il peut quitter pour vaquer à certaines occupations, à l'image de l'homme qui peut s'extraire de son corps matériel sous la forme de ses corps subtils. D'après notre expérience dans l'élaboration de divers élémentaires, le procédé décrit par Paracels peut être utilisé pour créer une forme de vie astrale très dense et très énergétique. En effet, l'énergie sexuelle qui est déjà dense et accouplée à celle du sang, cet autre puissant condensateur d'énergie auquel la magie et la sorcellerie font si souvent appel. Un élémentaire créé est alimenté, ainsi peut être très manifeste et proche de notre plan d'existence, bien qu'il ne soit pas matériel. L'analogie entre l'enfant et l'homonculus. Ce produit devient un vrai et vivant enfant, avec tous ses membres, comme celui qui est né de la femme et seulement beaucoup plus petit. L'homonculus, créé par Paracels, est un petit homme, un être vivant formé à l'image de l'humain. Il est donc logique qu'il le réalise en suivant un procédé de génération analogue à celui d'un bébé, qui le nourrisse et qui l'éduque. Toutes ces analogies entre l'homoncule et l'enfant soulignent l'idée que la création de cette vie est une procréation, est un enfantement, que l'alchimiste s'identifie au Dieu créateur. Paracels mime la création d'un embryon en plaçant de la liqueur spermatique humaine dans l'alambic, et l'homonculus est le fruit de l'union des deux principes. Le sperme qui est la semence mâle de l'être, l'impulsion vitale masculine, et l'alambic qui est la matrice féminine, le vase représentant le ventre maternel ou la terre nourricière. Il faut comprendre la science médicale du XVIe siècle pour se représenter la vision procréatrice de Paracels. À cette époque, on considérait que le sperme renfermait à lui seul la forme de l'être humain et que la femme ne jouait qu'un rôle de matrice et de nourricière du sperme et de l'embryon. Cette vision de la reproduction date de l'Antiquité et plus particulièrement de l'enseignement d'Aristote. En 384 ou en 322 avant Jésus-Christ. Aristote pensait que la femme était inférieure à l'homme car elle ne pouvait pas produire le sperme, réceptacle de l'entièreté de l'humain. Il considérait que l'homme apportait la substance de l'être humain, l'âme, et que la femme apportait seulement la nourriture, la matière. Cette vision de la procréation explique sans doute le fait que Paracels n'inclut que le sperme masculin dans l'alambic et qu'il n'y introduit aucune semence féminine. Le sang dont est ensuite nourri l'homoncule représente dans cette optique l'alimentation du fœtus par la mère. Actuellement, nous pouvons toujours retrouver la correspondance entre le procédé décrit par Paracels et la procréation en considérant l'alambic non seulement comme la matrice maternelle, mais également comme l'ovule fécondé par le sperme. L'éducation de l'homonculus. Il faut l'élever avec beaucoup de diligence et de soin jusqu'à ce qu'il grandisse et commence à manifester de l'intelligence. Paracels nous dit que la créature obtenue par l'alchimie est comme un véritable enfant et qu'il faut agir avec elle en l'éduquant et en l'élevant comme telle. Cette idée est tout à fait analogue à celle enjoignant à l'occultiste d'éduquer l'élémentaire pour l'instruire et lui expliquer tout ce dont il aurait besoin pour accomplir les tâches qui lui seront ensuite demandées. L'occultisme mentionne aussi que l'élémentaire doit obéissance au mage qui représente par rapport à lui l'autorité et le Dieu créateur lui-même. Cette autorité sur l'élémentaire s'impose car celui-ci est un esprit qui peut agir sans devoir passer par le physique et qui peut donc se séparer de l'alambic, sauf s'il a été convenu dès sa création qu'il est lié à celui-ci, et ne peut pas survivre s'il ne revient pas régulièrement. Sans cette autorité du mage sur sa création, il ne pourrait pas se faire obéir du petit homme et le rappeler une fois sa mission accomplie. Pour revenir aux homonculi, et pour faire connaître brièvement notre pratique à cet égard, nous dirons ce qui suit.
Il faut savoir qu'en général, les fondements de toute science reposent dans 3 espèces d'homonculus et de figures auxquelles appartient le privilège d'exécuter toute opération. On ne compte pas en effet plus de 3 formes d'homonculus. La première est douée de tous les membres qui sont propres à l'homme. La seconde présente tout le corps de l'homme, mais elle a 3 têtes et 3 visages. La troisième a 4 têtes et 4 visages tournés vers les 4 points du monde. Mais tous les homonculi sont également formés des 3 matières, de terre, de cire et de métal, et pas d'autre chose. Voici à quoi sont bons les homonculi. Si vous voulez vous en servir pour guérir un homme d'une maladie, il faut vous procurer son image, l'enduire de quelques corps gras ou autre préparation analogue. Voulez-vous concilier l'amour, les bonnes grâces ou la faveur de quelqu'un? Préparez 2 homonculi qui se tendent mutuellement les mains, s'embrassent, se baisent et se donnent d'autres marques semblables d'amitié. S'il s'agit d'un absent que l'on veuille faire revenir à marche forcée d'un lieu très éloigné, faites parcourir à son image autant de milles marqués sur une roue qu'il en a à faire pour revenir au logis, en observant de mettre en mouvement l'image à partir d'un point qui figure le lieu d'où le voyageur doit revenir. Si vous voulez vous rendre invulnérable par votre ennemi, faites composer votre image de fer et d'airain et durcissez-la comme une enclume. Si vous vouliez lier votre ennemi, liez son image. Ces exemples suffiront pour enseigner à faire d'autres choses semblables. Quant aux homonculi et aux images que fabriquent les enchanteurs et les magiciens pour détruire, avec la permission de Dieu, les troupeaux, les hommes et les récoltes, nous n'aurons garde d'en parler à cause des grandes et funestes conséquences que pourraient avoir nos paroles. Cet article a été écrit en 2008 par Aude et Attila Marcus.